Bienvenue à Question Directe, bienvenue à tous. Question Directe reçoit aujourd'hui Ibrahim Nour Eddine Diagne. Il est digital transformer, il est CEO de Gaindé 2000. Monsieur Diagne, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez accordé une interview à nos confrères de décideurs. Vous disiez dans l'interview qu'il faut créer un modèle sociétal en Afrique après la Covid. C'est quoi ce modèle? Merci d'abord de m'avoir convié à cette émission. La crise de la Covid a apporté des ruptures. Et aujourd'hui, je pense que l'Afrique est consciente qu'elle doit se refonder pour pouvoir assumer son destin. Se refonder d'abord culturellement. Nous nous sommes un peu distancés de notre culture comme étant le fondement de notre être. Et donc nous avons épousé la civilisation de l'universel, si chère au président Senghor. Mais la civilisation de l'universel, comme il le disait, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et donc aujourd'hui, c'est le donner africain que nous devons consolider parce que ce donné africain a été perturbé par des décennies, des siècles de colonisation qui nous ont plus ou moins acculturés. Donc lorsque je parle de définir un nouveau modèle sociétal africain, c'est de repartir de nos cultures, de notre valeur pour fonder l'avenir puisque la crise du Covid nous offre ce prétexte. Vous pensez qu'avec la Covid, qu'il y a une nouvelle conscience qui est en train de naître sur le continent? Oui, je pense parce que la Covid a interpellé les responsabilités. Jusqu'avant, on avait un parcours où on pouvait dire l'État, c'est à lui de jouer ce rôle, et le citoyen à lui de jouer tel autre rôle. Mais la crise de la Covid a fait émerger la responsabilité, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des individus. Et cette responsabilité-là, elle va interpeller une conscience, parce qu'on ne peut asseoir sa responsabilité que sur une conscience. Et si cette conscience est vide, et finalement, l'exercice de la responsabilité sera tout aussi vide. Donc, je pense que c'est ça le bon prétexte. Oui, cette maladie a montré que les pays africains sont vulnérables, surtout le Sénégal. On a constaté qu'aujourd'hui, sur le plan même de la production alimentaire, le Sénégal dépend énormément de l'extérieur. Si par extraordinaire aujourd'hui, il y aurait une crise dans les pays asiatiques où le Sénégal importe son riz, la famine est annoncée. Il y a la FAO et le Programme alimentaire mondial qui dit qu'avec la Covid, des milliers de personnes peuvent se retrouver dans la famine. En interne, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour gérer cette situation? Oui, cette crise a révélé la précarité, et pas seulement du Sénégal, mais de tous les pays, y compris les grandes nations. Cette précarité est due au fait qu'on était dans un système d'interdépendance aveugle, quelque part, parce que le citoyen lambda de tel pays ne pouvait pas savoir à quel point son pays était dépendant. Et cette crise est venue révéler cette dépendance et justement les travers de cette dépendance, parce qu'on peut être dépendant lorsqu'on a des gains positifs, mais lorsque c'est sur des questions aussi essentielles que la survie, l'alimentation dont vous parlez, la santé, on doit se questionner à nouveau. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire de développer une résilience endogène, quelle que soit sa valeur, que ce soit moins intéressant, que ce soit plus cher, mais il faut que ce soit de chez nous. Il faut qu'une nouvelle construction fasse que toutes les valeurs que nous allons construire soient des valeurs endogènes. Et sur la base de ces valeurs endogènes-là, nous serons capables de construire un avenir où nous serons capables de tout partager. Mais lorsque les portes se ferment, nous serons capables de vivre avec ce que nous avons. Oui, on est dans une situation où pratiquement les portes sont en train de se fermer. Le dernier épisode, c'est concernant l'espace Schengen, où certains pays africains ont été, entre guillemets, autorisés à recevoir les avions qui viennent de l'espace Schengen. Le Sénégal n'en fait pas partie. L'impression qu'on a, c'est que le Sénégal, peut-être, n'est pas un pays intéressant économiquement pour les grandes puissances occidentales. Peut-être pas. Je pense qu'on a deux perspectives sur cette question. On peut considérer que ça appelle toujours le registre de la responsabilité, dont j'avais parlé tantôt, et que c'est à nous d'assumer avec responsabilité ce que nous voulons avoir et de faire en sorte de nous donner les moyens de pouvoir l'obtenir. L'autre côté, pour parler de l'Union européenne, je pense qu'ils ont agi de la sorte. Ils savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et ils mettent en œuvre leur politique pour avoir ce qu'ils veulent et éviter ce qu'ils ne veulent pas. Et donc ça invite nos pays également à avoir la même démarche. Donc je ne parle pas de la réciprocité en tant que principe,
mais il faut que nous sachions comment construire notre avenir et sur la base de nos ressources et celle du continent africain, parce que pour moi, la frontière immédiate après l'État-nation, c'est le continent africain. Oui, cette réciprocité a été évoquée par les autorités sénégalaises pour un peu contenter l'opinion. Mais est-ce que c'est une stratégie? À mon avis, oui. Bon, il y a le côté, comme vous l'avez dit, pour l'opinion, parce que selon ma perception, la réciprocité même n'est pas fondée sur sur une réalité. Parce qu'en fait, la décision prise par l'Union européenne fait que tout avion qui viendrait au Sénégal également repartirait vite du Sénégal. Donc ce que le Sénégal applique quand il parle de réciprocité, c'est de dire tout avion qui viendrait de France viendrait également vite, ce qui fait qu'il n'y a plus d'avions. Mais sur le principe, la question fondamentale, c'est de se dire, c'est des questions sanitaires. Nous ne pouvons pas interférer sur la souveraineté des États, sur leur appréciation de la question sanitaire. Tout comme nous ne leur autorisons pas à interférer sur nos questions sanitaires. Maintenant, sur le plan économique, on peut dire qu'avec le prétexte de la crise de la Covid, chaque État peut en profiter pour prendre des décisions qui vont au-delà de l'impératif sanitaire strict, mais qui en même temps ont un travers de protectionnisme déguisé. Et à ce moment-là, c'est de bonne guerre. Alors, c'est à nous de voir comment également nous devons prendre prétexte de cette crise sanitaire, non pas sur le registre du transport aérien. Donc, on n'est pas obligé de jouer au ping-pong, de rendre la balle sur le même terrain qu'on l'a reçue, mais on a d'autres terrains sur lesquels nous pouvons également affirmer notre priorité par rapport à la construction de notre économie en invoquant la crise sanitaire. Donc voilà pour moi ce qui serait une réponse plus pertinente. Quels sont les terrains sur lesquels le Sénégal doit jouer et l'Afrique pour un peu justement gérer cette situation? Déjà, je pense qu'aujourd'hui, nos économies sont totalement extraverties. Donc lorsque les grandes affaires se font en Afrique, elles se font essentiellement en dehors des Africains. Et donc ça, c'est une question aujourd'hui que les États, avec la société civile et le secteur privé, parce que je reviens toujours sur cette alliance-là, il faut les trois, on doit avoir un plan de réappropriation de nos économies. Un plan, c'est quelque chose de stratégique. On n'est pas obligé de le déclarer dans la presse, dans tous les journaux, non. Mais il faut que nous sachions que nous devons, dans les 5 ans ou dans les 10 ans, avoir un plan de réappropriation totale de nos économies en Afrique. Et ce plan-là doit se construire de façon inclusive avec les 3 composantes que j'ai évoquées, le secteur privé, l'État et la société civile, et doit être déroulé avec discrétion mais efficacité. C'est ça qui est important. Est-ce que vous avez l'impression que la réflexion est engagée sur ce plan bien précis? Alors, est-ce que ça se fait? Je ne sais pas parce que voilà, je suis en fait l'actualité. Je pense qu'on est pour l'instant dans la gestion des urgences. Cette question est une question stratégique, donc elle n'est pas destinée à être discutée sur la place publique, mais c'est un impératif. Si ce n'est pas fait, je pense qu'il est temps aujourd'hui que tous les États africains aient un plan de réappropriation de leur économie parce que c'est la seule condition pour lutter contre la pauvreté. Et si on ne le fait pas, on restera dans cette logique de dépendance, comment on dit encore, l'aide au public au développement, question d'émergence par émergence. Nous ne pouvons avoir d'avenir que si nous fondons nos économies sur nos réalités propres et avec des acteurs africains. Vous travaillez dans un secteur très stratégique, c'est le digital. Le digital, tout le monde a dit que c'est une formidable opportunité pour l'Afrique et pour le Sénégal. Pour s'en sortir, on voit beaucoup de jeunes inventifs qui font des choses. Mais vous avez l'impression que cette incubation est soutenue par l'État, qu'il y a des stratégies réelles pour s'en sortir? Alors pour le digital, c'est assez complexe pour le Sénégal parce qu'on est pratiquement l'un des premiers pays à avoir pris conscience de ce secteur en fait comme étant une priorité. Mais vous savez, l'État, c'est une machine qui n'est parfois pas rapide dans la prise de décision et c'est un secteur qui va très vite. Le rôle de l'État, c'est d'abord dans la régulation, de faire en sorte que les acteurs du digital soient plus ou moins privilégiés, pour ne pas dire protégés. Ça, c'est sur le côté réglementation. Et le deuxième rôle de l'État, c'est de favoriser en fait l'émergence de champions. Champions dans chaque pays, champions à l'échelle du continent. Et cela, ça passe par une politique de commande publique intéressée. C'est normal, vous avez beaucoup de pays. Les États-Unis n'imaginent pas aujourd'hui donner un marché digital stratégique à une entreprise qui ne soit pas américaine, même pour l'aviation, pour n'importe quel domaine. Donc il est temps que l'Africain sache qu'également la commande publique est un levier stratégique. C'est un levier à travers lequel on peut inventer des champions et que cela puisse se faire comme ça. Bon, nous avons beaucoup de mesures qui ont été prises, nous avons le Conseil national du numérique qui a été mis en place,
Mais aujourd'hui, il faut une articulation stratégique destinée uniquement à promouvoir la croissance. Est-ce que les entreprises sénégalaises qui évoluent dans le numérique, dans le digital, vous pensez qu'elles sont prises en compte par l'État, qu'elles sont accompagnées dans cette transformation? Je pense qu'une institution comme la DER aujourd'hui fait beaucoup pour le digital parce que dans leur guichet, ils ont beaucoup d'ambition pour le secteur digital. Et il y a d'autres institutions également qui ont également la même vocation. Mais le problème, c'est l'articulation stratégique. Parce que pour cela, il aurait fallu, même si on a une stratégie digitale Sénégal 2025, il aurait fallu que cette stratégie-là intègre y compris les toutes petites entreprises, les start-up à cette échelle-là. Donc je pense qu'on a beaucoup de petits instruments. La Startup Act a été récemment mise en œuvre pour un avantage fiscal. J'ai parlé tantôt du guichet de la DER, etc. Mais c'est l'articulation stratégique qui manque sans doute parce que c'est ça qui ordonnance la musique et qui fait qu'en sorte on peut avoir à la sortie un Sénégal qui se positionne à l'échelle africaine comme étant un continent, un pays du moins digital. Il y a aussi la question de la formation qui est importante. On a l'impression qu'au Sénégal, qu'elle n'est pas encore mise en avant dans le digital pour réellement changer les choses. L'administration sénégalaise reste encore obsolète. On travaille avec des papiers. Dans la télémédecine, on a vu aujourd'hui avec la Covid comment la télémédecine s'est développée. On a vu les Zooms, entre autres, comment ce marché-là a explosé. Mais on a l'impression que le Sénégal est spectateur. Oui, comme j'allais dire, parce que pour moi, le fer de lance, c'est le secteur privé aujourd'hui. Normalement, l'État, il organise le secteur et les acteurs du privé développent cela. Aujourd'hui, on a un secteur privé très dynamique. En termes de formation, on a des formations de qualité au Sénégal. On a des ingénieurs qui n'ont rien à envier à ceux qui sont formés partout à travers le monde. Maintenant, comment ces gens doivent s'exprimer? Est-ce que le contexte national offre des opportunités pour valoriser ces talents? Et donc c'est là où il faut, comme je le disais, par exemple, lorsqu'on parle d'identité digitale, voilà, c'est des projets qu'il aurait fallu, peut-être la carte d'identité nationale, développer avec des acteurs locaux. Et ça va faire éclore des compétences, et du savoir-faire et aussi permettre des transversalités sur d'autres secteurs. Donc c'est ça que j'appelle un peu la mise en cohérence stratégique. C'est de se dire que la dépense publique est un levier stratégique. Il faut donc l'utiliser à cette fin pour pouvoir promouvoir ce secteur. Les Sénégalais dans le digital, la plupart sont exportateurs dans les pays de la sous-région. Ça veut dire que les compétences sont là, le savoir-faire est là, mais le terrain d'expression, à savoir le marché sénégalais, n'est pas toujours favorable aux acteurs sénégalais. Donc ils sont obligés d'aller chercher ailleurs pour garantir leur survie. Mais quelles sont les réformes qu'on doit conduire dans ce secteur pour permettre au secteur privé de jouer son rôle durable dans l'économie? Déjà, c'est que l'État, qui est le premier acheteur national, et toutes les grandes sociétés qui, pour la plupart, sont des sociétés publiques, aient une politique de co-construction avec les acteurs de l'écosystème digital, de leur système, qu'ils ne soient pas 100% orientés sur des produits qui ne sont pas des licences qui sont fabriquées au Sénégal et qui ne nourrissent pas en fait des brevets sénégalais, ne nourrissent pas de la recherche sénégalaise et tout le reste. Donc ça, l'État peut donner un tempo en disant que désormais, sur les 5 prochaines années, voilà les besoins que j'ai déjà et voilà comment je vais travailler avec le secteur privé national. Ça donne une perspective et ça permet à ces entreprises de pouvoir avoir des plans de développement, de créer des joint ventures, de faire des alliances et de pouvoir demain avoir des compétences qui vont non seulement servir au Sénégal, mais qui vont servir à la sous-région et au monde, parce qu'il n'y a plus de frontières par rapport à ces questions digitales. Oui, la concurrence est rude par rapport aux sociétés, aux PME sénégalaises. On a vu de grands mastodontes qui sont là, qui occupent l'espace digital. Et justement, quel est le levier sur lequel l'État doit appuyer pour permettre aux TPE, aux petites start-up d'émerger? C'est le principe de préférence nationale. Ce n'est plus un terme barbare. Hein. Il faut un principe de préférence nationale, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire en sorte que tous les contrats dans le digital puissent être donnés à des entreprises qui ne sont pas sénégalaises et qu'à l'inverse, lorsque des entreprises sénégalaises essaient d'avoir des marchés publics en France, au Maroc ou dans d'autres pays qui sont bien présents chez nous, que cela soit impossible. Voilà des terrains de réciprocité qui sont pertinents. Et ce n'est pas une réciprocité négative, c'est une réciprocité responsable. On ne peut pas acheter de partout et être incapable de vendre des pays à partir desquels nous achetons. Est-ce qu'il faut légiférer, changer la législation dans ce sens-là pour permettre à chaque Sénégalais ou bien une entreprise qui vient s'installer au Sénégal, qu'il y ait au moins un Sénégalais dans le capital pour développer les choses?
C'est une des approches. Il y a des pays comme la Malaisie qui ont fonctionné comme ça strictement. Ce n'est pas possible pour un étranger de venir s'installer sans qu'il y ait un partenaire malaisien de l'autre côté. C'est une approche, mais je pense que c'est des décisions qui avaient été prises avant que le libéralisme n'ait atteint le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de façon smart, ça veut dire de façon assez subtile qu'il faut mettre en œuvre cela. Ça veut dire que s'assurer toujours que l'argent public, lorsqu'il est réinvesti dans l'économie, il alimente des entreprises sénégalaises. Et quand je dis sénégalaises, ce n'est pas des entreprises enregistrées au Sénégal, c'est des entreprises détenues par des actionnaires sénégalais qui en profitent le plus. Et pas exclusivement, mais le plus au moins. Parce que nous sommes dans une économie ouverte et je ne prône pas l'autarcie en quelque sorte, mais il est irresponsable de faire en sorte que notre dépense nourrissent des entreprises étrangères uniquement et que de toutes petites portions soient réservées à des entreprises nationales. Oui, parce que la commande publique évolue à plus de 2 000 milliards au Sénégal. Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a une compétition entre entreprises sénégalaises et étrangères. Souvent, du point de vue des prêts bancaires, c'est les entreprises étrangères entre guillemets, qui sont privilégiées par rapport à celles sénégalaises. Et même s'ils sont sur le même secteur d'importation, par exemple, l'entreprise sénégalaise paye les mêmes taxes que l'entreprise étrangère ou même l'entreprise étrangère moins taxée que l'entreprise sénégalaise. Exactement, c'est des réalités, mais c'est même plus profond que ça aujourd'hui. Souvent, une entreprise étrangère aura plus facilement accès aux décideurs politiques locaux qu'une entreprise sénégalaise. Donc vous allez voir que s'il y a une mission économique de tel pays qui vient au Sénégal, immédiatement les ministres sont disponibles pour les recevoir et toutes les autorités. Et s'il y avait une petite mission de PME sénégalaise qui voulait faire la même chose, elle n'aurait pas les mêmes accès. Donc vous savez qu'il y a un travail quand même profond à faire aujourd'hui pour que les différents acteurs se rendent compte qu'il faut vraiment aider les entreprises et les entrepreneurs locaux ou même africains, parce que pour moi c'est la même chose. Aider une entreprise ivoirienne, sénégalaise, guinéenne, c'est la même chose. Parce que c'est des personnes qui vont acheter leur maison ici, qui vont éduquer leurs enfants ici, qui vont se soigner ici et qui vont faire de sorte à ce que l'économie tourne. Mais si on fait l'inverse, ces entreprises qui vont avoir ces ressources vont les investir dans les pays où ils sont installés. Donc je ne suis pas, j'allais dire, un protectionniste pur et dur, mais je suis un réaliste. Nous sommes dans un monde où vous ne pouvez pas donner 100 dans une main et recevoir 10 dans l'autre et dire que nous sommes dans du gagnant-gagnant. Le gagnant-gagnant, c'est 50-50 et chacun est content. Oui, parce que dans cette Covid-là, on n'a pas senti une très grande solidarité africaine, surtout dans les échanges, dans les affaires. On a l'impression que tout le monde s'est renfermé sur lui-même. Est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui pour monter en puissance dans le cadre de l'UEMOA, dans le cadre de la CEDEAO, de l'Union africaine, pour que les choses deviennent beaucoup plus concrètes, qu'on sorte des palabres pour de l'action? Absolument, et surtout qu'on a un bon prétexte. Vous l'avez dit, l'Union européenne a fermé ses frontières à tous les pays de la CEDEAO et de l'UEMOA. Donc qu'allons-nous faire si nous n'échangeons pas entre nous et que nous attendons simplement que les frontières soient réouvertes avec l'Union européenne pour continuer à bâtir les modèles anciens? Ça ne marche pas. Je pense qu'on a un formidable prétexte de rester chez nous, puisque c'est ce qu'on nous demande, et de pouvoir échanger entre nous. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'articulation UEMOA-CEDEAO doit être très forte sur la question de l'ouverture des frontières. On n'a pas assez entendu l'UEMOA ou la CEDEAO, on entend l'Union européenne. Mais moi, je ne sais même pas c'est quoi la politique de l'UEMOA et de la CEDEAO en matière d'ouverture de frontières. Donc même s'il y a des décisions qui sont prises, elles ne sont pas relayées, elles ne sont pas portées à l'attention des acteurs. Donc c'est là où il faudrait qu'il y ait beaucoup de bruit pour que les acteurs comprennent que désormais, c'est difficile d'aller en France, mais c'est facile d'aller au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire et de développer justement le courant des affaires. Oui, c'est dans ce sens-là que beaucoup sont inquiets, se demandent est-ce que cette crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui n'est pas juste une crise où on constate les dégâts, après qu'on revienne à l'anté, que les choses reviennent comme elles étaient avant, qu'il n'y aura pas un grand changement. Ça, ce serait la plus grosse perte pour le continent africain, parce que le continent africain a été longtemps enchaîné dans des réalités fictives, en fait. On n'a jamais compris pourquoi, parce qu'on a hérité cela d'un cycle de colonisation qui a duré plus d'une génération, et donc quelque part c'est rentré dans notre ADN. Mais cette crise est une rupture. C'est un moment unique dans l'histoire du continent où nous pouvons remettre les compteurs à zéro. Et donc ça appelle vraiment de la part de tous les acteurs, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs du secteur privé et de la société civile, de mettre en avant une nouvelle conscience africaine qui se base sur le fait que c'est ensemble qu'on peut bâtir des choses solides et que la solidarité africaine doit être une réalité et non pas une simple déclaration. Beaucoup estiment que la colonisation, comme vous le disiez, et le colonialisme et l'esclavage a eu un impact tellement profond qu'on a l'impression que
il y a une sorte d'inertie qui atteint les dirigeants africains, que le curseur du changement de paradigme est difficile psychologiquement chez eux. Je pense que d'abord, ces dirigeants africains, avant d'être des dirigeants, ils ont été des Africains comme nous. Et donc, c'est la même mentalité qui les a nourris avant qu'ils ne soient portés au pouvoir, qui continue de les contraindre dans une sorte de logique où il faut être correct avec nos partenaires, et dans le sens de pouvoir répondre à leurs exigences et de penser que ce qu'ils nous donnent en contrepartie est tout à fait équitable. La réalité, c'est que c'est non. Dans les échanges, ce n'est pas équitable. Ce que nous donnons à nos partenaires est largement supérieur à ce qu'ils nous donnent. En termes d'amitié des peuples, je pense qu'il y a une parfaite équivalence. Le Sénégal est un ami de tous les peuples du monde, africains ou non africains. Maintenant, en termes d'économie et d'activité économique, la balance est tout à fait déficitaire. Nous devons aujourd'hui faire en sorte qu'elle soit rééquilibrée parce que nous avons un prétexte qui nous permet de redéfinir les règles du jeu. Et je pense que les populations elles-mêmes, ayant été affectées par cette crise de la Covid, sont capables de faire le saut mental, de se dire qu'il y a un changement. Et donc, même si les choses ne sont pas comme avant, c'est pour construire un avenir qui sera meilleur que celui dans lequel nous sommes. Mais dans les faits, on voit aujourd'hui il y a des voix de la jeunesse africaine qui essaie de faire s'entendre par rapport, qui appelle au changement de paradigme, à la façon de faire. Mais on a l'impression que ces voix sont étouffées. Alors ça, c'est maintenant la capacité d'écoute des dirigeants et des leaders. Parce que je pense qu'on sent qu'il y a une lame de fond en matière d'exigence. C'est visible. Et je pense que les décideurs aujourd'hui les plus avisés sont ceux qui feront en sorte que cette lame de fond, qui est visible, soit traduite par une cohésion qui va dans un sens où c'est l'intérêt général qui est mis en exergue et que la construction nationale devient l'œuvre de tout le monde. Donc je fonde mon espoir sur le fait que nos dirigeants africains aient une lecture correcte de ce qui est en train de se passer et anticipent, ne subissent même pas la pression, mais anticipent sur les exigences des populations qui forcément vont changer de nature et ce n'est pas seulement une réalité en Afrique, c'est une réalité pour moi, qui sera universelle. Est-ce que ces leaders ne sont pas un peu seuls aussi dans ce combat qu'ils veulent mener? Parce qu'on a vu ce qui est arrivé à des leaders africains qui ont voulu rompre les amarres, comme Thomas Sankara, comme Patrice Lumumba, entre autres, qui ont été tués en interne par même des gens qui sont avec eux. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que les dirigeants africains ont du mal à franchir le pas? Alors, c'est vrai que le système de démocratie qui fait qu'un régime n'a d'horizon que la prochaine élection, c'est quelque chose qui nous porte préjudice. Parce que si vous avez un régime politique qui peut construire sur 30 ans, sans se poser la question si c'est moi qui serai là ou si c'est quelqu'un d'autre qui va être là, c'est des constructions subtiles. C'est vrai qu'il ne faut pas couper avec un seul coup toutes les chaînes qui nous encerclent. Il faut le faire avec intelligence, avec subtilité, de sorte à ce que cela apporte des résultats. Donc je ne suis pas forcément pour une révolution brutale, même si sur le plan mental, la révolution doit être brutale, mais sur le plan pratique, elle doit être subtile et faire en sorte que chaque génération soit beaucoup plus portée à soutenir une conscience africaine que celle qui l'a précédée. Mais est-ce que cette conscience, vous ne pensez pas qu'elle doit commencer par l'éducation à la base, les enfants au bas âge, qu'ils apprennent l'histoire de l'Afrique, pas l'histoire des autres enseignés aux Africains? Ah oui, ça, là vraiment vous touchez une question qui me tient à cœur. Vraiment, je pense que la manière dont on nous enseigne l'histoire et même le civisme, toutes ces questions-là est tout à fait extravertie parce que je me rends compte moi-même, lorsque j'étais plus jeune, j'étais vraiment un produit de ces écoles. J'avais un mode de raisonnement tout à fait structuré pour accepter que je vaux moins, entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est tout à fait inacceptable. On ne peut pas investir des milliards sur l'éducation de nos enfants pour leur dire quelque part que vous valez moins. Donc il faut absolument qu'on puisse inventer des histoires qui n'existent pas, mais qui nous positionnent à dignité égale avec le reste du monde. C'est important, c'est essentiel. Et si on ne joue pas cette carte, qui est une carte aussi subtile, on aura toujours dans la mémoire que nous sommes dominés et que nous avons cumulé que des défaites, nous n'avons aucune victoire. Et ça, c'est essentiel. Il faut même inventer des histoires qui n'existent pas pour armer moralement les Africains à se prendre en charge et à se donner la valeur qu'ils ont réellement, mais qu'on a enterré dans au plus profond de leur âme. Est-ce que c'est sur ce fil-là qu'on voit l'importance d'écrire l'histoire générale du Sénégal? Oui, ça fait beaucoup de débats, l'histoire générale du Sénégal. C'est essentiel de façon d'écrire cette histoire. Elle sera imparfaite, elle sera corrigée, elle sera améliorée. Mais le simple principe d'avoir une histoire générale du Sénégal
intégrée dans l'Afrique, c'est un point essentiel et important parce que ça va fournir une littérature et ça va permettre à la recherche d'apporter tous les correctifs le cas échéant. Mais au moins, il y a les fondements d'une vraie histoire écrite de nos propres mains. Parce que Beaucoup estiment aussi qu'il faudrait introduire la langue nationale dans l'éducation de base des enfants pour que le Wolof aujourd'hui soit enseigné dans les écoles comme une langue officielle. Absolument, je le pense également parce que utiliser une langue d'emprunt pour affirmer son identité, il y a un petit biais. Alors maintenant, identité, on a plusieurs langues, on n'a pas que le Wolof. Comment faire en sorte pour que les langues puissent être des ciments et non des facteurs de division? Cela également est essentiel. Et il faudrait peut-être même envisager à l'échelle africaine de pouvoir positionner certaines langues comme étant des langues de travail. C'est déjà le cas, je crois, pour le Swahili au niveau de l'Union africaine. Mais voilà, c'est important. Moi, je pense que la notion de langue, et vous pouvez le voir facilement, des pays comme la Côte d'Ivoire ont presque perdu toute leur langue nationale et ont finalement développé un français un peu sous forme de créole. Et donc ça veut dire d'ici 2-3 générations, la seule langue parlée en Côte d'Ivoire sera un français déformé. Et si nous ne faisons pas attention, ça risque d'être la même chose au Sénégal. Donc je pense qu'il est temps de pouvoir affirmer que notre identité est associée également à des langues et de faire en sorte que chaque Sénégalais puisse parler au moins une ou deux langues nationales, l'écrire et pouvoir avancer avec. Ibrahim Nour Edine Diagne, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes digital manager, digital transformer, au CEO de Gagné 2000, que nous parlions avec vous de l'après-Covid, de la transformation en Afrique et quels sont les leviers sur lesquels le continent doit s'appuyer et le Sénégal pour changer la donne. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.